Alors, bonjour à tous et à toutes. Donc, nous allons pouvoir commencer ce Solution Pro sur le solaire thermique. Donc, je vais déjà commencer par vous présenter rapidement l'Agence parisienne du climat, puis Monsieur John Jamet, qui est responsable de l'entreprise Solaire Thermique France, pourra vous présenter sa présentation sur le solaire thermique. Alors déjà, première chose, donc l'Agence parisienne du climat, donc c'est une association qui a été créée en 2011 à l'initiative de la ville de Paris, donc pour mettre en œuvre le plan climat. C'est le guichet unique de la rénovation à Paris en tant qu'espace France Rénov', donc pour la ville. Et nous avons donc plusieurs missions, notamment d'accompagner et de conseiller les copropriétés dans leur rénovation énergétique. Donc, pour cela, nous passons par la plateforme Coach CoPro, que vous connaissez sûrement en tant que professionnel. Donc, cette plateforme est disponible aujourd'hui sur toutes les communes de la métropole du Grand Paris, où chaque copropriétaire est accompagné par une agence locale, comme vous pouvez voir sur la carte, et les mêmes outils que sur la ville de Paris, donc à la fois un conseiller, le site de Coach CoPro et l'annuaire des professionnels qualifiés. Je vous informe également que le prochain Solution Pro aura lieu le 20 juillet, donc sur le dispositif d'aide CoPro-Oasis, donc le dispositif d'aide pour la végétalisation de la ville de Paris. Alors, Monsieur Jamet, je vous laisse partager votre présentation. Bonjour, Bonjour. vous m'entendez? Oui. Ah, super. Je peux activer ma vidéo. Pardon. Je peux pas mettre en vidéo. Alors, je vais regarder. Hop. Allez-y, réessayez. Ça y Voilà, est. c'est bon. Hop. Bonjour. Bonjour, donc je vous laisse partager si vous avez un PowerPoint. Alors, comme je vous l'avais dit, je travaille avec mon site, en fait, comme je Oui, fais des si articles vous de pouvez blog. partager en tout cas votre écran. Tout à fait. Alors, juste, je regarde comment je partage mon écran. Partager l'écran. Ok, super. Je les ai là. Ok. Alors, attendez. Hop. Il faut que j'aille chercher. Hop. Hop. Voilà. Super. Là, vous me voyez et vous m'entendez. Super. Oui, c'est bon, je vous laisse Eh bien, faire. bonjour à tous. Je m'appelle John Jamet. Je suis un spécialiste en solaire collectif. Je suis donc un spécialiste en solaire collectif, je précise bien, depuis plus de 15 ans. Il faut faire la différence entre le photovoltaïque, qui est la production d'électricité, et le thermique, qui est la production d'eau chaude. Voilà, donc aujourd'hui, ce que vous entendez à la radio, à la télé, en publicité, c'est principalement à 98% des énergies renouvelables, mais concentré sur le photovoltaïque. Le thermique est très peu connu. Aujourd'hui, il se développe de plus en plus. Le marché est encore plus porteur avec les crises énergétiques que nous voyons. Je précise que donc, je suis en collectif. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, le solaire thermique existe donc chez l'individuel. Aujourd'hui, en individuel, on crée de l'eau chaude et on crée du chauffage. Donc, on peut être autonome aujourd'hui sur le solaire thermique à 98% sur un pavillon, par exemple, ou dans une maison pour un particulier. J'ai décidé de faire le choix du collectif. Pourquoi? Parce que le collectif est beaucoup plus important et beaucoup plus gros, et les installations supérieures à 20 mètres carrés me plaisent beaucoup plus et on réalise beaucoup plus d'économies. Le collectif, le solaire thermique collectif,
est basé uniquement sur la production d'eau chaude sanitaire. Je tiens à le préciser, on ne fait pas de chauffage avec. Pourquoi? Parce que le dimensionnement du solaire thermique collectif est basé pour apporter une économie entre 30 à 50% sur la production d'eau chaude sanitaire, uniquement, je tiens à le préciser. Voilà. Donc aujourd'hui, je suis installateur RGE. Nous sommes une équipe de 6 personnes. Nous avons lancé mon parcours en 2018 Solaire Thermique France. Pourquoi? Parce que à force de réparer les installations solaires, les réhabiliter, 2-3 ans après, je repassais et hélas, les installations ne fonctionnaient plus parce qu'il y avait un manque de maintenance. Et donc, j'ai décidé à plusieurs de créer donc Solaire Thermique France. C'est la marque Monsieur Solaire, qui est une marque de maintenance connectée et engagée et qui assure le bon fonctionnement des installations solaires thermiques collectives partout en France, principalement en Île-de-France où nous avons démarré. Et aujourd'hui, on se développe sur la France entière parce que je me suis aperçu qu'il n'y avait pas qu'à Paris qu'il y avait des problèmes. Voilà, donc je vais vous parler donc, de solaire thermique. Je vais vous montrer donc, comment ça marche. Je vais vous expliquer les atouts du solaire thermique. Et je vais démarrer pour vous expliquer que le solaire thermique fonctionne du 1er janvier au 31 décembre toute l'année. Les gens pensent que le solaire thermique, c'est un gadget et ne fonctionne que l'été. Eh bien, détrompez-vous, les installations solaires thermiques fonctionnent toute l'année. Je ressors juste mon article. Voilà, où est-ce que je l'ai mis? Hop, vous pourrez aller voir mon site si vous le souhaitez. En fait, j'ai décidé de faire de la communication à partir de 2018 pour les mainteneurs, pour les installateurs. Voilà. Je précise bien, voilà, oui, je vais faire un petit article et je vais vous expliquer voilà, comment fonctionne une installation solaire thermique collective en copropriété, par exemple, en EHPAD, en hôtel. Comme vous pouvez le voir, aujourd'hui, on fait donc des économies sur la pointe. Aujourd'hui, il faut le savoir que votre solaire fonctionne ou ne fonctionne pas, personne ne le sait. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, dans les bâtiments, vous devez assurer la production d'eau chaude sanitaire via les énergies fossiles, gaz, fuel. Là où il y a mon curseur, vous voyez, à point ECS, ça, c'est votre production d'eau chaude sanitaire. Vous aurez en permanence toujours du 60 degrés à la sortie, parce qu'on a des règles à respecter avec un retour de boucle qui permet justement d'avoir, sur les bâtiments avec plusieurs étages, avoir de l'eau chaude instantanément, ou en tout cas à 3 secondes près, au point d'épuisage le plus proche. Et donc, on doit assurer ce 60 degrés en permanence. Nous, en solaire thermique collectif, on va venir faire des économies donc, à cet appoint. Pour cela, on doit installer, vous voyez, 2 ballons solaires. Là, en l'occurrence, pourquoi 2? Parce qu'en fait, on avait un volume de 4000 litres. Donc, on va rajouter 2 fois 2000 litres. Ça ne rentrait pas en chaufferie 4000. Donc, on a mis 2 fois 2000 litres qu'on va venir donc raccorder sur notre réseau. Vous voyez? Donc, en fait, l'eau froide va venir rentrer dans ces ballons pour venir ressortir pour passer dans l'appoint. En fait, voilà, vous voyez, ce petit curseur qui est fermé, vanne noire, va permettre donc d'empêcher l'eau froide de passer directement dans mon appoint, mais justement, on va venir donc pour l'instant stocker de l'eau froide dans mes ballons solaires qui vont venir être réchauffés, donc vous voyez, par les capteurs que vous voyez à gauche. Donc aujourd'hui, le dimensionnement est le suivant. On doit toujours, ça c'est une règle importante, vous allez comprendre par la suite, c'est qu'on dimensionne notre solaire thermique collectif en fonction de son puisage. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, quand on construit un bâtiment, on a des abacs, on appelle ça. Vous avez, je veux dire, je sais pas, 100 logements. Eh bien, on va prendre 30 litres par personne à 60 degrés. Et en fonction des logements T1, T2, T3, T4, on va avoir des abacs. Et donc, on va dimensionner donc, un volume d'eau chaude sanitaire à produire par jour. Aujourd'hui, sur cette installation, par exemple, vous allez avoir 4000 litres donc, de production
d'eau chaude sanitaire, et donc assuré par notre appoint. Et de ce fait, on doit rajouter donc 100% de notre production en stockage solaire. Donc en chaufferie, si vous avez une copro, vous descendez, vous aurez toujours, en l'occurrence, votre ballon d'appoint sur votre droite, schématisé, et vos ballons solaires qui doivent correspondre à votre volume de puisage quotidien. Voilà, ça, ce sont les règles. Donc aujourd'hui, 4000 litres de stockage. Là-dessus, on va venir donc rajouter, on va dimensionner nos panneaux solaires. Et pour la petite règle, pour la petite information, ça ne se dimensionne pas comme des photovoltaïques. On ne met pas 100 mètres carrés, 200 mètres carrés pour faire plaisir à l'architecte. Absolument pas. On a des règles. Ces règles sont les suivantes. Là, quand on prend la carte de France, on sait qu'il fait moins, il y a moins de soleil à Lille qu'à Marseille. Et pourtant, ça fonctionne de la même façon. Sauf c'est pour ça qu'on va mettre un peu plus de capteurs à Lille. Le ratio est le suivant. On prend au-dessus de la Loire 50 litres d'eau de stockage par mètre carré de capteur. Ça veut dire que si j'ai 4000 litres de stockage, je divise par 50. Ça va me donner 80 mètres carrés de panneaux solaires. Et donc, aujourd'hui, cette installation est équipée de 80 mètres carrés de panneaux solaires qui est schématisé sur l'installation. Parce qu'en fait, vous allez voir cette installation fonctionner par la suite. Je vais vous la montrer en live. Aujourd'hui, comme il fait super beau, c'est un bel échantillonnage. Donc, on va donc dimensionner ces panneaux solaires de la façon énoncée. Et donc, on va venir, vous voyez, raccorder tout ce petit monde. C'est quand même une installation très simple, hein, très basique. Le solaire thermique, ce n'est pas quelque chose de compliqué. Et donc, vous voyez, on va venir donc raccorder à l'échangeur. Vous voyez, on va venir raccorder tout en cuivre les panneaux solaires à l'échangeur et l'échangeur au ballon, comme vous pouvez le constater. Maintenant, je vais vous expliquer son fonctionnement. Je ne vais pas trop m'attarder sur la pose, qui est un peu plus technique. Eh bien, son fonctionnement est très simple. C'est pour ça que je vais dérouler un petit peu le menu. Le solaire thermique fonctionne avec deux sondes principales. La première, c'est la sonde capteur. Donc, vous voyez tout en haut, 36 degrés. J'ai pris cette photo le 10 janvier 2021 à 13h37 pour vraiment montrer que même au mois de janvier, eh bien, on fait des économies. 36 degrés dans le capteur et on se sert de la sonde qui est en bas de mon ballon, en l'occurrence à 21. Et en fait, c'est très simple. Comme ma sonde capteur est supérieure de 10 degrés par rapport à ma sonde bas ballon, eh bien, en fait, mon système solaire s'enclenche. C'est tout simple. Moi, je dis toujours à ceux que je rencontre en chaufferie, c'est le principe du tuyau d'arrosage dans votre jardin. Si vous mettez 50 litres d'eau de tuyau sur votre gazon en plein soleil, eh bien, au bout d'une heure, vous aurez 50 litres d'eau chaude. Et bien, en fait, c'est pareil. Aujourd'hui, le solaire va venir taper dans nos capteurs, réchauffer, donc, on appelle ça le glycol qui est présent dans les capteurs. Et donc, ayant un delta T supérieur de 10 degrés, nous allons enclencher donc, nos pompes primaires et secondaires. Et donc, on va venir chercher les calories, vous voyez, qui vont venir redescendre dans l'échangeur pour après repartir dans notre ballon. Et donc là, on va venir presque gratuitement réchauffer nos ballons parce que la seule consommation qu'il y a sont nos petites pompes, mais qui ne consomment vraiment absolument rien mensuellement et annuellement. Et là, on va venir commencer à réchauffer de l'eau. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le 10 janvier, par exemple, vous voyez, il est 13h37, eh bien, on avait une température extérieure de 3 degrés, on est quand même en hiver. Eh bien, avec un beau soleil, vous voyez que mon eau froide qui arrive en moyenne entre 5 et 12 degrés, là, vous voyez, on a une eau froide qui arrive à 11 degrés, eh bien, cette eau froide, sans le solaire, sachez qu'elle rentre à 11, elle sortira à 11, ce qui est logique, mais grâce à un solaire qui fonctionne, eh bien, à 13h37, cette eau a été réchauffée de 12 degrés. Ça veut dire que mon appoint, aujourd'hui, va faire son delta T 23,60 au lieu de le faire de 11 à 60. J'ai économisé déjà une dizaine de degrés à 13h37. Aujourd'hui, donc c'est une photographie qui a été prise en plein milieu, mais en fait, elle va continuer toute la journée à fonctionner. Le matin, elle était à 11, elle a commencé à démarrer. À 13h, vous voyez, elle est déjà à 21. Sachez qu'en plein milieu de l'après-midi, le soleil se couchant vers 17h, vous aurez déjà un ballon à 30 degrés. Et bien, 30 degrés, quand on ressort, donc on arrive à 11 et on ressort à 30, 60, on a apporté 20 degrés d'économie, ce qui n'est pas négligeable. Ça, c'est le premier trimestre. Donc, sachez qu'au premier trimestre, on apporte déjà 20, 25 degrés d'économie sur notre appoint, ce qui n'est pas négligeable. On va passer donc
en été, au printemps, pardon. Et là, au printemps, j'ai repris une photo au 31 mars pour vous montrer. En plus, on avait un super printemps à cette époque, 21. Vous voyez un ensoleillement à 22 degrés, un capteur à 27. Là, je l'ai pris quand même assez tardivement, donc j'ai pris une photo à 19 h. Mais on peut s'apercevoir qu'en fait, on a eu de la chance, c'est qu'on a eu une super journée ensoleillée. Et regardez bien la petite flèche. Et bien en fait, j'ai réussi à monter mes ballons à 60 degrés, voire plus, sur mon deuxième. C'est-à-dire que l'eau froide qui est arrivée, donc la température d'eau froide était un peu plus, voilà, elle est remontée à 15 degrés, et est ressortie à 60. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, j'ai réalisé 100% d'économie sur ma consommation d'eau chaude. Vous voyez, donc là, je rentre à 15, je ressors à 60. Eh bien, que fait mon appoint? Il ne s'allume pas parce que je lui apporte déjà les calories réalisées par le solaire gratuitement. Donc, il n'a pas de complément à faire. Là, on est vraiment en consommation zéro gaz. Forcément, donc là, c'était pour vous montrer, on arrive en été. En été, oui, on peut dépasser allègrement les 60 degrés, il faut le savoir. Donc, plutôt au printemps, on va plutôt arriver sur les 40-50 degrés. En été, toujours le même système, le capteur supérieur. Vous voyez, là, j'ai pris toujours la photo, un peu tardivement, 18h56. Eh bien, c'est pour vous montrer qu'encore une fois, on a nos ballons qui sont montés à plus de 60 degrés. Et aujourd'hui, encore, on est à 100% d'économie sur notre appoint. 0% de gaz, je tiens à préciser. Voilà, c'est totalement gratuit et ça ne produit aucun déchet. Je vais faire les 4 saisons. Donc là, on arrive en automne. Et en automne, comme vous pouvez le constater, on va perdre 1 heure. Les journées sont moins belles. Nous sommes le 17 octobre. Et à midi, là, je ne l'ai pas pris de soir, vous voyez, même malgré une journée, 12 degrés, voilà, température quand même d'automne, 52, vous voyez dans le capteur, eh bien, on a remonté une eau, vous voyez, à 37 degrés en partant sur du 18. Donc là, comme je vous le disais, en fait, le solaire va fonctionner avec les saisons. On va passer de l'hiver, printemps, été, automne. Et là, on va réaliser encore 20 degrés d'économie pour arriver donc en hiver, le 21 décembre. Et là, vous voyez, il fait 0 degré dehors. On avait un capteur à 2 degrés, 18h42. Donc là, on est vraiment en plein hiver. Et là, vous voyez, comme on se répète sur la photo que j'ai prise au mois de janvier, vous voyez, décembre, on a remonté une eau à 25-28 degrés. Tout ça pour vous dire quoi? Tout ça pour vous dire que si on prend la moyenne des 12 mois, donc je précise bien la moyenne des 12 mois, eh bien, votre solaire thermique vous aura apporté entre 30 à 50% d'économie sur votre appoint. C'est comme ça que c'est vendu, c'est comme ça que c'est installé, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, il ne faut pas attendre à qu'au mois de janvier, février, vos ballons soient à 60. C'est impossible. Pourquoi? Parce que, les capteurs déjà sont orientés en fonction de votre bâtiment, donc en général sud, sud-est, sud-ouest. 2, l'inclinaison du soleil n'est pas le même de janvier à décembre, et c'est pour ça qu'on a plus de rayonnement en été, et les journées sont beaucoup plus longues. Et en fait, on ne veut pas dépasser cette fourchette de 50% au collectif parce qu'on ne veut pas avoir de problème de surchauffe, tout simplement. Et donc, si l'installation est correctement dimensionnée, qui aujourd'hui est le cas depuis un plus de 10 ans, je ne vois pas d'installation surdimensionnée, correctement dimensionnée et correctement installée, eh bien, vous n'aurez aucun problème de fonctionnement sur votre installation solaire. Ce que je tenais à dire, voilà, c'est en fait, vous devez toujours assurer votre appoint. Pourquoi? Comme vous l'avez compris, vous voyez, on peut être autonome et encore, on va faire 100% d'économie sur la consommation, voilà, sur les périodes très ensoleillées de juin à septembre. Mais on doit toujours avoir l'appoint. Pourquoi? À cause du retour de boucle. Parce que ce retour de boucle, lui, passe toujours dans l'appoint. Nous, aujourd'hui, on fait des économies uniquement sur notre consommation d'eau froide. Faut bien comprendre. Aujourd'hui, votre chaudière tournera en permanence. J'ai des clients qui m'appellent et qui me disent « Mais comment se fait-il que ma chaudière continue à fonctionner ?» J'ai dit « Oui, monsieur, c'est normal. Vous avez votre bouclage et on doit assurer un bouclage à 60. Un départ à 60 et un retour à 50-55. Donc aujourd'hui, vu le schéma que vous avez, le bouclage, vous voyez, ne rentre pas dans les ballons solaires, sinon ça ne marcherait pas. Et si vous tirez de l'eau, là, l'eau froide rentre et là, vous faites des économies. Donc aujourd'hui, les règles de pause sont celles-ci.
il n'y a pas de règle de schéma, à part les zootechniques, à part les modes EHPAD. Voilà, on a des schémas, mais qui fonctionnent de toute façon de la même façon. Donc voilà, pour vous expliquer bien que le solaire thermique fonctionne donc toute l'année, du 1er juillet au 31 décembre. Et en fait, le problème, c'est qu'il y a énormément de lacunes auprès des mainteneurs qui, hélas, ne sont pas formés, parce qu'il faut savoir qu'une chaufferie est très compliquée. Il y a énormément d'éléments et je ne vous cache pas que souvent, les mainteneurs passent à côté et ne font pas les entretiens courants. Les entretiens, il y a quand même un entretien une fois par an, ça c'est annuel. Il y a soit une cinquantaine de points de contrôle à réaliser. Et moi, en l'occurrence, je fais mes maintenances annuelles de octobre à avril pour justement bien démarrer la saison pour qu'elle se passe le mieux du monde. Et j'ai décidé donc de connecter les installations pour montrer, parce que personne ne le fait, pour montrer à tout le monde que les installations solaires fonctionnent parfaitement bien. Et là, aujourd'hui, vous voyez, on a un petit compteur de chaleur qu'on a rajouté. Donc, le compteur de chaleur, c'est quoi? C'est un compteur qu'on a rajouté donc, sur l'eau froide, qui permet donc de mesurer donc la quantité consommée, avec une température, vous voyez une sonde qui est positionnée donc sur l'eau froide à 13 degrés, et on va rajouter une sonde sur le départ chaud. Et là, ça, on appelle ça un compteur dit utile, parce qu'il va vraiment mesurer les économies réalisées sur votre appoint. Ça, ce sont les kilowatts en moins produits par votre chaudière gaz, fuel. Voilà, donc ça, on rajoute toujours les compteurs. Pourquoi? Parce que, hélas, les solaires installés, les compteurs ne sont pas mis parce que ce n'est pas demandé dans les DTU. C'est une aberration, mais c'est comme ça. Donc, moins on en fait, mieux on se porte. Donc, aujourd'hui, c'est souvent les mainteneurs qui les rajoutent parce que le client veut savoir où il va et combien lui apporte le solaire. Donc, voilà, ça, ce sont des options, j'appelle ça, qu'on rajoute régulièrement sur les chaufferies que nous récupérons après réhabilitation. Je vais vous montrer une installation donc, en live. Vous voyez, suivi de production. Voilà. Là, nous sommes le 28 juin, il est 11h23. Vous voyez, on a un super soleil. Le schéma a été légèrement modifié, je vais vous expliquer après. Et là, comme vous pouvez le constater, bon, je ne triche pas, hein, l'installation se situe au 65 rue de Meaux, dans le 19e. C'est une installation en historique qui est de 2013, Chafoto et Maury, voilà, qui a été réhabilitée en 2018-2019 et sous maintenance depuis 2020, je crois, et qui fonctionne parfaitement bien. Donc, je tiens à préciser que les installations solaires thermiques sont installées pour la durée de vie du bâtiment. On n'est pas là pour remplacer des installations au bout de 10 ans. Sur le capteur thermique, je vous montrerai quelques photos si vous le souhaitez sur mon site, il n'y a pas d'usure, contrairement au photovoltaïque qui, lui, peut perdre sa production. Nous, c'est un châssis aluminium. En fait, il y a un serpentin cuivré à l'intérieur. Et en fait, on va mettre une vitre dessus. Il y a un absorbeur qui est thermosoudé sur le serpentin. Et donc, en fait, le soleil va venir traverser cette vitre pour chauffer l'absorbeur. Et donc, par conduction, va venir réchauffer le serpentin. Et on met un produit qui s'appelle le glycol à l'intérieur. On pourrait mettre de l'eau, mais on ne peut pas parce que l'eau, ça gèle, ça pète en hiver. Donc, on va mettre un glycol qui va donc être réchauffé par les capteurs. Et là, aujourd'hui, vous voyez, on est à 67 degrés en sortie de capteur, on est déjà à 66. Hein, il y a quand même, c'est un bâtiment qui fait quelques niveaux, qui a 7-8 niveaux de mémoire. Donc, vous voyez, on rentre à 66. Et là, vous voyez mes ballons avec une eau froide. Vous voyez le compteur qui tourne. Là, les gens sont en train de tirer de l'eau chaude. Donc là, on a 90 d'heures. Et là, aujourd'hui, on est déjà à 58 degrés en sortie haut de mon ballon pour arriver dans mon appoint. Donc là, on est en train de lui faire des économies. Donc 11h24. Et cette installation a une option supplémentaire qu'on a rajoutée en mois de mars. Et là, que je vais vous expliquer. Donc, vous voyez le schéma, c'était le même que tout à l'heure. En fait, c'était de 2021. C'est exactement le même. Sauf que vous voyez, on a rajouté cette option-là. Et en fait, cette option-là, je l'appelle l'option 10 retour de boucle. Dans les articles de blog, vous pourrez voir en détail de quoi il s'agit. Je vais vous l'expliquer vite fait. C'est qu'aujourd'hui, vous voyez, votre retour de boucle
arrive à 51 et sur le schéma précédent, arrivez directement dans votre appoint. Ça, ce sont les règles de l'art. Ce qui est dommage, c'est qu'en période d'été, si mes ballons sont supérieurs de 10 degrés à mon retour de boucle, si par exemple j'ai du 60, du 70, il faut savoir que ces ballons peuvent monter jusqu'à 80-90 degrés. Hein. Donc, c'est vraiment des ballons solaires et on peut vraiment monter en haute température parce qu'aujourd'hui, tout est en cuivre et on a un mitigeur. Si je stocke des calories dans mes ballons solaires que pour X ou raison, sur un bâtiment qui ne consomme pas beaucoup d'eau chaude, il y a des gens qui sont plus économes que d'autres, j'ai du 60-70, mais là, j'ai du 50. Je suis obligé toujours d'allumer ma chaudière pour assurer ce 60. C'est dommage, j'ai des ballons qui sont chauds, mais je ne peux pas décharger parce que je n'ai pas de consommation d'eau chaude. Eh bien, tout simplement, on va rajouter une 23 voies qui est ici. Et en fait, on va faire bifurquer notre retour de boucle, vous voyez, dans nos ballons solaires. Quand mon ballon solaire, ici, vous voyez que mon curseur sera supérieur de 10 degrés par rapport à mon retour de boucle, eh bien là, cette vanne va passer directement dans mon solaire. Et là, on va bénéficier de deux choses. La première, c'est que, on va refroidir notre ballon solaire parce qu'on va lui mettre du 52, par exemple, sur du 60, 70. Donc déjà, on va refroidir notre ballon solaire, mais surtout qu'on va sortir une température donc supérieure à mon retour de boucle, qui sera en l'occurrence de 60, 65 degrés, pour arriver dans mon appoint. Et là, je vous assure que là, vous passez en autonomie totale parce que votre chaudière, ce coup-ci, ne s'allumera plus. Parce que la chaudière s'allume pour assurer votre 60, mais si on lui apporte une température, une loi d'eau donc supérieure à sa demande, donc qui est en général de 60-65, eh bien, votre chaudière ne s'allumera plus. Et en fait, c'est une option qui fonctionne quelques heures en journée. On va dire, là, cette option, je pense qu'elle va s'enclencher à partir de 14 heures, jusqu'à temps qu'on ait du soleil, jusqu'à temps qu'on va passer en dessous de 5 degrés. Quand mon ballon, ici, sera donc inférieur ou égal à 5 degrés par rapport à ma température d'auto de boucle, mais en fait, cette vanne doit se fermer pour repartir dans mon appoint, et donc la chaudière va se rallumer. Et là, on va passer en autonomie totale, je dis bien en autonomie totale, pendant quelques heures en journée. Donc forcément, si la période le permet qu'il fasse assez beau, vous voyez, on a rajouté un compteur. Je vais, vous voyez, sur notre droite, et hop. Et vous voyez, les énergies aujourd'hui, on n'est pas très loin, mais on a déjà plus d'un tiers, même pas. Vous voyez, on a plus d'un tiers. Aujourd'hui, les économies, donc le compteur tout a été remplacé en fait le 26 avril 2023. On est passé à une nouvelle version de comptage. Donc, tout a été repassé. Donc, les énergies aujourd'hui, depuis le 26 avril, ont été de 3 mégawatts et on est passé à un peu plus d'un mégawatt 300 sur ce retour de boucle. Donc, cumulé, c'est quand même important. Donc, à l'année, cette option-là, je pense, peut apporter jusqu'à 50% d'économies supplémentaires déjà à notre économie sur l'eau froide, donc ce qui n'est pas négligeable. Donc là, une grosse économie en l'occurrence à l'année, sachant qu'aujourd'hui, en fonction du prix du gaz que vous payez, aujourd'hui, une installation comme ça peut apporter sans le retour de boucle en moyenne entre 3 et 4 000 euros d'économie par an. Sachant qu'à le retour de boucle associé, on va, je pense, à mon avis, avec le prix du gaz, allègrement dépasser les 5-6 000 euros par an d'économie. Voilà. Donc, si le solaire ne fonctionne pas, vous ne le saurez pas. Pourquoi? Parce que l'appoint est toujours là. Et hélas, vos factures s'envolent. Ce qui s'est passé avec la crise de l'énergie, avec la guerre, c'est qu'on a eu un emballement. Beaucoup de gens nous ont contactés en direct. Parce qu'ils ne comprenaient pas pourquoi leur facture gonflait, sachant qu'ils pensaient que leur solaire fonctionnait. Et en fait, leur solaire ne fonctionnait pas. Et personne ne leur avait dit. Donc, je ne vous cache pas que beaucoup ont fait la triste mine quand on leur a dit que le solaire était à rénover. Voilà ce que je pouvais vous dire sur donc, le fonctionnement d'un solaire thermique. Les avantages, 50% d'économie, comme je vous l'ai dit.
Pourquoi je les maintiens, pourquoi je les connecte? Donc, la première, c'est vraiment pour vous le montrer. Et la deuxième, on n'est pas à l'abri. Vous savez, ça reste comme une voiture. Aujourd'hui, si vous avez un pneu qui est dégonflé, vous allez avoir un avertissement. Eh bien, aujourd'hui, ça reste comme aujourd'hui du matériel d'occasion qui n'est plus neuf. Hein, c'est un matériel qui a plus de 10 ans aujourd'hui. Eh bien, grâce à ça, je me permets de mettre des alarmes un peu partout. Vous voyez, on voit la température monter au fur et à mesure. Je mets des alarmes et en fait, dès qu'il y a une anomalie, ça me prévient immédiatement, ce qui me permet donc d'anticiper et d'intervenir immédiatement pour résoudre le problème et ne pas perdre des journées d'économie, sachant que vous ne serez jamais ennuyé parce que vous aurez toujours la pointe sur votre côté. Mais voilà, c'est pour ne pas laisser à dégrader l'installation solaire dans ces conditions-là. Le problème aujourd'hui, c'est que beaucoup d'installations sont à l'abandon. Du fait, quand elles ont été mises en service, je tiens à préciser que je suis aussi référent technique agréé Viessmann, Atlantique Guyot et Vaillant Group, et que j'ai énormément réalisé l'installation solaire, j'ai énormément mis en service des installations solaires sur Paris et Île-de-France depuis plus de 10 ans. Et que je ne vous cache pas que lors de nos audits que nous réalisons régulièrement, il m'arrive fréquemment de retomber sur des installations que j'ai mises en service qui fonctionnaient à mon départ et qui ne fonctionnent plus aujourd'hui. Et là, forcément, on ne peut pas dire que c'est la faute de l'installation ni du matériel. Là, c'est clairement un problème de maintenance. Voilà. Donc, rebolote, on est obligé de refaire un processus de vérification, pourquoi c'est tombé en panne, et puis et après les réhabiliter dans les règles de l'art pour justement les voir fonctionner ainsi et que le client final puisse au moins profiter de son installation et les économies réalisées. J'ai fait un petit bêtisier du solaire, mais voilà. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, je suis aussi, j'aide les experts dans leurs tâches. Et pour vous dire, voilà, les installations doivent être tout en cuivre, par exemple, doivent être fixées au sol. Pourquoi? Parce que vous voyez, la photo, on s'aperçoit, ça c'est des photos qui dataient de l'année dernière, que les capteurs avaient été mis posés carrément. Donc, je ne vous cache pas, avec les tempêtes qu'on a eues et le vent, tout ça s'envole. Donc, il y a quand même des règles quand on fait les diagnostics. Il y a des règles à vérifier. On contrôle tout, en fait. On contrôle tout. Les matériaux utilisés aujourd'hui dans le bâtiment, on fait un peu tout et n'importe quoi. Donc, on met des matériaux inappropriés au solaire thermique. Vous voyez, on met des tubes acier. Là, c'était du galva en l'occurrence. Et vous voyez, le galva, cette installation avait 1 an et demi. Était totalement rouillé. Aujourd'hui, voilà, on a mis de l'acier noir, par exemple, en terrasse. Et vous voyez, l'acier, aujourd'hui, là, c'est une fuite. Enfin, on ne voit pas bien, mais là, il y a une fuite, c'est corrodé, sachant que l'acier faisait quand même quelques millimètres d'épaisseur. Donc, vous voyez, quand je dis ça tient normalement la vie du bâtiment, c'est vrai, mais en utilisant des matériaux inappropriés, vous voyez, l'acier noir rouille à peine en 10 ans. Et aujourd'hui, l'installation en terrasse est à refaire complètement. Donc, tout ça, on les vérifie lors de nos audits. Vous voyez, là, voilà, ça, c'est sur une sorte de bêtisier, des capteurs posés sur des dalles, vous voyez, en plus sur des Bigfoot, enfin, c'est du grand n'importe quoi. Voilà, on a fait quelques petites choses comme ça. Pourquoi on ne met pas d'eau dans les installations solaires? Eh bien, voilà, vous allez avoir votre réponse. C'est très simple. Beaucoup d'installations à l'époque, en 2008-2010, avaient été posées comme des installations de chauffage. Et sur une installation de chauffage, eh bien, il y a toujours un piquage d'eau froide qui est mis justement pour remplir votre réseau et assurer son fonctionnement. Eh bien, là, c'était pareil, sauf que les mainteneurs, je vais préciser, ou le client final, lui s'est dit, tiens, je vais faire tourner mon solaire, il manque de la pression, je vais mettre de l'eau dedans. Et bien, à force de mettre de l'eau, il faut savoir que je vous ai expliqué que ça marchait très bien la journée, mais en hiver, quand on avait 2 degrés, ça c'est la journée, mais la nuit, on va avoir du -5, -10, eh bien, vous voyez les effets que ça fait, eh bien, l'eau à l'intérieur, ça gèle,
ça pète. Et vous voyez là, j'ai vraiment pris une belle photo d'un cuivre. Là, on parle bien d'un cuivre qui a carrément, littéralement explosé. Et là, je ne vous cache pas, c'est la piscine de Dourdan que nous avons réhabilitée. Et on a dû remplacer tous les capteurs parce qu'après donc, cette vérification, donc, cette trouvaille, eh bien, nous avons éprouvé les capteurs. On a vérifié le débit et l'étanchéité des capteurs. Et je ne vous cache pas que tous les capteurs étaient cassés à l'intérieur, fuyants, parce que l'eau a gelé dans cette partie-là. Donc, on ne met absolument pas d'eau dans l'installation parce que l'eau, ça gèle, tout simplement. J'ai expliqué aussi, vous allez me dire, mais pourquoi, John, il y a des bâches sur les capteurs? Alors, c'est très intéressant. Aujourd'hui, quand je réalise donc, des maintenances solaires, eh bien, vous allez rigoler, mais bon, on ne vend pas des bâches avec les capteurs. Ça, on se dit, ben non, ça ne sert à rien. Eh bien, en fait, si. On a eu le problème du Covid. Là, ce sont des RIE, donc des restaurants internes d'entreprise, beaucoup de bureaux sont équipés de panneaux solaires pour les cantines. Eh bien, n'ayant pas de tirage, surtout là, dans cette période de confinement, toutes les installations RIE donc, sont arrivées en température. Et une fois que les ballons sont atteints, des consignes sont atteintes, eh bien, il faut savoir que votre installation s'arrête. On empêche l'activation des pompes. Et donc, de ce fait, si on arrête l'empêchement de la circulation du glycol dans les capteurs, ben les capteurs ils vont passer quoi? Ils vont passer en surchauffe. Il faut savoir qu'un capteur vide, quand vous l'installez, il peut atteindre plus de 100 degrés. Un capteur plein de glycol, sans circulation, donc à une pression de service, peut arriver à plus de 200 degrés. Et donc, pendant le confinement, il n'était pas drôle, pendant les 3 premières semaines qui ont démarré, eh bien, nous avons dû couvrir tous nos RIE, je parle uniquement de nos RIE, en sous-pression, donc en système thermique sous-pression, pour éviter les problèmes de surchauffe. Parce que beaucoup de clients m'ont rappelé après le confinement pour me dire « mais mes installations ne marchaient plus ». Eh bien oui, les mainteneurs n'ont absolument rien fait, ils ont laissé ça en plein soleil. Et il faut savoir que le glycol qui était à l'intérieur est passé en surchauffe, comme je vous l'ai dit, mais le glycol, lui, passe en surchauffe à partir de 120 degrés. Quand vous faites bouillir votre cocotte, vous avez une évaporation qui s'établit à partir de 90 degrés. Eh bien, nous, le glycol, c'est 110-120. Et donc, je ne vous cache pas que ça bout à l'intérieur. Les purgeurs sont fermés. On va créer une poche de gaz, mais si ça dure des semaines, voire des mois, ce glycol va commencer à se détériorer rapidement, va se transformer en café noir. Et si le bâtiment ne réouvre pas ou dure pendant 1 an ou 2, on peut avoir des effets dits de caramélisation, en tout cas d'effets de goudron avancé. Le glycol se transforme en goudron et peut venir boucher votre installation au bout de 3 à 4 ans. Donc, s'il n'y a pas un contrôle et surtout on apporte une correction pour l'anti-surchauffe, eh bien, on détruit notre installation solaire et énormément d'installations solaires sur les piscines que j'ai réhabilitées, sur des RIE. Les clients n'ont pas voulu la maintenance et n'ont pas voulu les bâches. Et en fait, aujourd'hui, ces installations ne fonctionnent plus et coûtent des dizaines de milliers d'euros à réhabiliter parce qu'ils n'ont pas retiré de glycol pendant le confinement ou n'ont pas couvert leur capteur comme je leur ai demandé. Voilà, donc je vous laisse, vous pourrez aller voir pourquoi je bâchais les capteurs. Vous voyez, même pour des actions correctives, opératives, on avait même filmé les capteurs avec du polyanoir de palette en attendant que les bâches arrivent chez le client, parce que là, c'était urgent. Donc, on avait toujours des solutions anti-surchauffe pour ce genre de bâtiment. Anti-surchauffe, aujourd'hui, il existe un autre système solaire thermique. Là, je vous ai parlé vraiment du sous-pression. C'est quoi le sous-pression? C'est qu'on demande minimum 1 bar dans le capteur. Donc, l'installation est remplie en permanence. Voilà, je vais vous montrer. L'installation est remplie en permanence, voilà, de haut en bas, en glycol. Et vous voyez, en bas, j'ai une pression à presque à 5 bars, en statique. Eh bien, il y a un autre système que beaucoup de gens connaissent peu, c'est l'auto-vidangeable. En fait, le principe de l'auto-vidangeable, c'est qu'il n'y a pas de glycol dans les capteurs quand il n'y a pas de demande. Alors, aujourd'hui, le marché du solaire thermique collectif, on va dire, c'est 70-75% du sous-pression
et 25% de l'auto-vidangeable. Il s'en est installé énormément depuis quelques années parce que beaucoup de bailleurs sociaux ont dit bah non, nous on en a marre, beaucoup d'installations solaires ne marchent pas, c'était du sous-pression, c'est de la merde, ça n'a rien à voir, hein. C'est que ça soit auto-vidangeable ou pas, mais bon. Donc en fait, ils ont décidé, il y a des installateurs, des maisons comme fabricants comme Éclore, comme Vaillant Group, Sony Duval qui font de l'auto-vidangeable et qui donc proposent des solutions auto-vidangeables. Donc, la différence des deux, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, sur le système auto-vidangeable, vous n'avez donc pas de glycol dans les capteurs. Et en fait, vous avez une cuve de récupération qui est en général soit sous les capteurs, soit en bas. Et en fait, qui contient la contenance de glycol de vos capteurs. Et donc, quand il n'y a pas de demande, il n'y a plus de glycol dans les capteurs et donc plus de problème de surchauffe. Une fois que nos ballons atteignent les 60 degrés, voire plus, eh bien, le système s'arrête et gravitairement, je dis bien, donc là, on a des principes de pause, on a des pentes qui doivent donc gravitairement arriver à cette bâche, hein, à ce container qui donc va réceptionner tout le fluide des capteurs. Ça, c'est un système dit auto-vidangeable. J'en ai en maintenance parce qu'on n'est jamais à l'abri. Voilà, et qui fonctionne parfaitement bien. Aujourd'hui, j'ai même de l'auto-vidangeable qui ne fonctionne pas parce que ce sont des problèmes de pause, voilà, ou de défaillance de pompe ou ce genre de choses, mais on a plus de facilité à réhabiliter. Qu'est-ce que je pouvais vous dire? Des différents types de capteurs, on va voir, différents types de technologies. Vous voyez, je vais vous montrer, voilà, les photos. Deux types de capteurs principalement, il y en a, de toute façon, il n'y en a que deux. On appelle ça des capteurs plans, comme vous pouvez voir. Ce sont des tableaux, donc posés sur des chaises, des fixations. Donc tout ça, c'est lesté, c'est fixé solidairement à la dalle pour éviter que ça s'envole. Ces capteurs font en général 2,5 m. Donc là, quand on pose des capteurs, vous voyez, plans comme ceci, on a donc des distances à respecter pour pas que si on met des capteurs les uns devant les autres, il ne faut pas que le premier fasse de l'ombre au deuxième. Ils sont moins chers et vous voyez, il fait 2,5 m et on en pose autant qu'on peut vous voyez, entre les DMC sur la terrasse. La deuxième technologie, donc, ce sont les tubulaires. Vous voyez en bas, la différence entre celui-là de droite et celui-là de gauche, c'est qu'à droite, on a une distance donc, à respecter. Donc, vous voyez, là, on a 3 et 3, 6, donc 6 par 2,5, 15. Vous voyez, on a 30 mètres carrés qu'on doit donc, qu'on a pu mettre. Et à gauche, on a du tubulaire. Et en fait, le tubulaire est plébiscité par les architectes. Pourquoi? Parce que, un, il ne se voit pas de l'extérieur, contrairement au panneau à droite, on voit de l'extérieur. Et surtout, vous voyez, on peut en mettre un peu plus. Par exemple, si on a une terrasse qui ne couvre pas totalement à cause des distances à respecter, eh bien, grâce au capteur tubulaire, on va pouvoir mettre la quantité nécessaire. Et surtout, si vous êtes mal orienté, on va pouvoir tourner ces tubes en fait, pour accéder plein sud au soleil. Donc, en fait, c'est deux technologies un peu différentes, mais le glycol rentre de toute façon, vous voyez, dans ces capteurs pour pouvoir ressortir chaud. Voilà, l'un est beaucoup plus cher. Aujourd'hui, le capteur tubulaire est 2 fois et demi plus cher que le capteur plan, mais voilà, esthétiquement, fonctionne un peu mieux, un peu plus puissant, donc on peut des fois mettre moins de capteurs tubulaires. Mais surtout, c'est une question de place et une question de confort et surtout d'architecture. Au point de vue des mairies, quand on doit poser un permis pour pouvoir poser des capteurs, ils nous demandent des plans d'un schéma d'implantation, savoir si ça ne va pas gêner ou ce genre de choses. N'oubliez pas qu'il faut assurer vos capteurs. Comme je dis, c'est important. Et beaucoup de copros, moi, à chaque fois que je vois une maintenance, je leur dis, si on a des problèmes de tempête, de grêlon, par exemple, eh bien, on peut briser, ça brise un capteur, ça brise un Velux, ça peut vous casser une voiture, un pare-brise, eh bien, sachez que vos capteurs ne sont pas à l'abri et donc peuvent briser des tubes, peuvent briser des vitres. Hein, ça m'est arrivé d'en remplacer suite à des grosses tempêtes. Donc, sachez que ça, c'est important. Il faut que vos capteurs soient assurés parce que dans le bâtiment, voilà, au cas où, il faut que l'assurance prenne en charge ça, parce qu'une fois que la vitre est brisée, ça va se détériorer à l'intérieur et là, vous pouvez créer des fuites et là, donc, votre système solaire ne pourra
plus fonctionner du tout. Voilà mes petites informations que je pouvais vous donner. Bon, voilà, on travaille avec tout le monde, hein. Tous les mainteneurs de la place de Paris sont mes clients. Je suis donc agréé voilà, Huisman. Nous sommes partenaires avec tous les fabricants voilà, pour apporter mon expertise et la maintenance sur tous les produits. Je connais tous les produits. Nous sommes donc RGE. Alors PV, pourquoi? Parce que vous allez bientôt entendre parler, ou je ne sais pas si vous avez entendu déjà parler, du capteur hybride. C'est un peu d'actualité avec les voitures. Et bien, en fait, c'est un capteur qui fait le photovoltaïque et le thermique. Voilà. Donc aujourd'hui, il a été développé pour les particuliers. Donc c'est pour ça qu'en fait, j'avais réactivé ma qualification pour me mettre à jour sur ce genre de capteur. Aujourd'hui, il n'est pas encore en place sur le collectif, donc je n'en rencontre pas, mais ça peut voilà, arriver par la suite. En fait, on va venir produire de l'eau chaude et de l'électricité sur un capteur hybride. Voilà, c'est pour ça qu'on l'appelle hybride et Calibat. Voilà, et je fais partie d'associations pour justement promulguer les bienfaits du solaire thermique. Ça marche parfaitement bien avec des très bons produits. Ce n'est pas la marque qui est en cause. C'est souvent, en général, soit l'installateur, soit le mainteneur, mais ce sont vraiment des produits qui fonctionnent parfaitement bien. On va venir sur, oui, un petit peu, on en est où? Voilà, 60 degrés, vous voyez, ça monte, ça monte, ça monte. Il est bientôt midi, 50 minutes. Et vous voyez, bah là, cet après-midi, bon, on ne sera plus là, mais sachez qu'à 14 h, ça va repartir. Voilà, si vous avez des questions, si on peut… Oui, tout à fait. Il y a un certain nombre de questions. Merci, Monsieur Jamet. Alors, je vais juste commencer par une question que j'ai eue avant le webinaire et dont vous n'avez pas forcément parlé. Ce sont les contraintes d'installation, par exemple l'état de la toiture. Il y a une question également, alors les contraintes liées à la ventilation. Quels sont les éléments qui sont regardés au moment de l'installation pour avoir une installation qui fonctionne? Notamment lié à la copropriété, à l'existant, s'il y a des contraintes à vérifier en amont. Alors, les contraintes, la première chose à prendre en compte donc, on a besoin d'une réhabilitation, donc pour la future peut-être pose d'une installation solaire thermique, c'est déjà de prendre en compte la consommation. Comme j'ai signalé, aujourd'hui, il faut relever la consommation d'eau chaude, mais pas d'eau froide, de votre système, et donc rajouter 100% de cette consommation en stockage. Donc déjà, il faut vous dire, savoir si déjà en chaufferie, vous avez la place pour pouvoir mettre un ballon de stockage solaire. Donc, en fonction, si vous avez 2 mètres cubes, rajoutez un ballon de 2000 litres, 4000 litres, et ainsi de suite. Ça, c'est la première contrainte. Il y a beaucoup de chaufferies qui ont été réalisées et on n'a plus de place. Donc, c'est soit une place de parking, ça m'est déjà arrivé. Donc, voilà, il faut habiliter, recréer ou agrandir la chaufferie pour pouvoir mettre un ballon. C'est la première contrainte. La deuxième contrainte, eh bien, c'est monter en terrasse et en fonction de votre terrasse, surtout voir la disponibilité réalisable. En fonction donc de votre installation, vous avez donc par exemple 2000 litres, eh bien, je vous ai dit 50 litres par mètre carré de capteur. Donc dans le nord, dans le sud, on va plus prendre entre 70 à 80 litres sur Marseille. Eh bien là, dans le nord, 50 litres, ça va faire 40 mètres carrés. Eh bien là, 40 mètres carrés, il va falloir voir si nous avons l'espace nécessaire pour pouvoir implanter ces 40 mètres carrés. Et oui, il va falloir faire une étude de structure dalle, terrasse. Pourquoi? C'est pour le supportage des capteurs et la fixation des capteurs. Parce que sachez que les dalles, en général, font 25 cm, voire 30, et sont ferraillées. Et donc, il faut faire intervenir un BE structure pour pouvoir implanter nos pieds, nos supports, des forts à l'arrachement, qui a relevé l'étanchéité, qui vont nous permettre donc de poser nos capteurs dessus et les boulonner pour pas qu'ils s'envolent. Donc oui, la deuxième contrainte, la première, c'est les ballons, et la deuxième, c'est la fixation des capteurs et la superficie en toiture. Je vous entends plus. Excusez-moi. Merci. Il y avait une question sur les systèmes de ventilation, par exemple, tout ce qui est déjà présent en toiture. Je suppose que c'est également regardé pour
les incompatibilités ou autres éléments. Absolument. Comme vous avez pu voir sur les photos, regardez sur la photo que je vous ai montrée, vous voyez celle du bas à droite, regardez toutes les VMC, les ventilations, vous voyez en haut même, vous voyez, bien sûr, tout ça existe aujourd'hui et donc on doit faire avec. Vous voyez, on a plusieurs pieds. Là, on peut voir vraiment des pieds plus fins. En haut sur la photo, vous voyez des pieds un peu plus gros. On peut avoir des longues grines faites différemment. Voilà, tout ça, ça fait partie du BE structure qui, lui, va s'occuper de tout ce qui est fixation et justement implantation. Après, l'implantation, c'est nous, mais surtout, voilà, on peut mettre tel et tel capteur. Et s'il faut faire un dévoiement, on fera un dévoiement. D'accord, très bien. Alors, il y a plusieurs questions liées au risque de salmonellose, pardon. Notamment le fait que de l'eau soit stockée sous les 60 degrés dans les ballons solaires. Donc, est-ce que vous avez des éléments là-dessus? Absolument. Alors, j'entends cette question pas tous les jours, mais très fréquemment. Il ne peut pas avoir risque de légionnelle si, comme je vous l'ai expliqué au début, votre installation a été dimensionnée pour une consommation journalière. Oui, aujourd'hui, on va stocker de l'eau en été à plus de 60, aucun problème. Mais effectivement, en octobre, au mois de décembre, on va chauffer de l'eau à 30-40 degrés. Sachez qu'il n'y a aucun risque, je dis bien aucun risque de légionelle, si bien entendu, vous sortez par exemple là aujourd'hui on a 4000, si vous sortez 4000 litres jour, vous n'aurez aucun problème. Parce que la légionelle, se développe dans les bras morts et surtout se développe sur une période donnée. Tandis que là, aujourd'hui, en tirant de l'eau tous les jours, quotidiennement, vous n'aurez aucun risque de légionelle. C'est fait pour ça. Après, pour éviter tout risque de légionelle, eh bien, en fait, on rajoute un échangeur externe et on va travailler en eau technique, on appelle ça, on dit en eau de chauffage. Et là, on résout tous les problèmes de légionelle parce qu'on ne stocke pas d'eau consommée. Ce sont d'autres schémas très simples. On rajoute un échangeur, je peux vous le montrer, et on évite tout problème de légionelle. Aujourd'hui, en collectivité, comme c'était en plus dimensionné à hauteur de 50%, de production, je parle, eh bien, normalement, en tout cas, sur tous mes sites, je n'ai aucun problème de légionelle parce que les eaux sont consommées quotidiennement. Très bien, merci. Il y a une question sur s'il existe des systèmes de panneaux orientables en fonction de la saison, de l'heure, pour optimiser le rendement. Alors, en collectif, non. Il n'y a pas de panneaux orientables. Et effectivement, quand ils sont posés, c'est pour ça que nous, par exemple, dans le Nord, on les pose à 45 degrés. Et comme vous voyez vos toitures, par exemple, eh ben, dans le Sud, les toitures sont moins prononcées. On a du 25 degrés. Le soleil, voilà, l'inclinaison du soleil n'est pas le même dans le Sud. Eh bien, non, on n'a pas, une fois que c'est fixé, ça c'est architecturalement, votre bâtiment, s'il est orienté sud-ouest, eh ben, il va travailler que l'après-midi. S'il est orienté sud-est, il va travailler que le matin. Et si vous êtes entre les deux, ben, il va travailler, voilà. Donc non, on n'a pas de panneau orientable, déjà à cause des contraintes de fixation, comme vous avez pu le voir. Sur les réseaux de chaleur, oui, j'étais aux États généraux de la chaleur solaire la semaine dernière en Alsace, et effectivement, là, il y a un fabricant qui a fabriqué un panneau spécifique pour les réseaux de chaleur qui est orientable, et donc forcément avec des montées sur des moteurs. Et en fait, le capteur, c'est une grosse vitre bombée, se retourne pour éviter le soleil et donc pour éviter les phases de surchauffe. Mais ça, c'est vraiment dédié au réseau de chaleur. Ok, merci. Il y avait des questions aussi sur les prix d'installation, d'exploitation, de maintenance. Voilà, si vous avez des échelles de prix ou un exemple à nous citer là-dessus. Alors, sur les installations neuves, il faut savoir que cela coûte entre 1 000 à 2 000 euros du mètre carré posé. Quand on parle de 1 000 à 2 000 euros du mètre carré posé, c'est en fonction déjà du produit, du capteur plan, du capteur tubulaire, et c'est tout compris. On parle donc des capteurs au ballon, au raccordement, à tout. Ça, c'est vraiment un kit. Voilà. Donc, si vous avez par exemple 80 mètres carrés, vous savez déjà que vous aurez une installation qui va coûter plus de 80 000 euros hors taxe. La maintenance, effectivement, moi aujourd'hui, je suis sur des ratios de maintenance mensuelle, annuelle, de l'ordre d'une centaine d'euros par mois, mais c'est du collectif. Voilà. Pourquoi? Parce que ça demande, vous voyez, un contrôle permanent de l'installation et surtout, s'il y a un problème, on intervient et est inclus dedans une fois par an, la maintenance donc physique
50 points de contrôle et un autre passage dans l'année s'il y a un problème pour couvrir ou bâcher les capteurs. Donc voilà, ça fait en moyenne 1 000 € par an en fonction de la taille de l'installation, mais 1 000 € comparé aux milliers d'euros que ça va faire économiser, c'est pas grand-chose. Donc, il y avait une question sur un taux de retour sur investissement, si vous avez également un chiffre à Oui. nous donner. Alors aujourd'hui, les installations solaires qui avaient été posées, effectivement, avaient un taux de retour en moyenne sur les 10 ans. On avait D'accord. des aides de l'ADEME, on avait un retour d'investissement sur 10 ans. Aujourd'hui, moi, je réhabilite énormément d'installations. Aujourd'hui, on a des aides de l'ADEME qui a été donc prolongée sur cette année 2023 sur des installations existantes, donc qui ne fonctionnent plus, à hauteur de 15 000 €. En moyenne, une installation solaire existante, qu'est-ce que je veux dire en réhabilitation, coûte, donc là, je disais dans le neuf, entre 1 000 à 2 000 € du mètre carré posé. Et si c'est une réhabilitation qu'on doit refaire, ça peut coûter entre 10 à 30 000 €. Sachant que l'ADEME peut apporter au moins 50%, 15 000, et bien en fait, c'est les 15 000 qui restent peut être amortis aujourd'hui en réhabilitation sur les 3-4 ans, sachant que le prix du gaz avait augmenté. Donc là, on est sur des retours d'investissement en réhabilitation beaucoup plus courts, bien sûr, avec la maintenance inclue. D'accord, merci. Donc, il y avait des questions sur le bilan carbone du glycol et du système en général, si c'est le genre de réponse que vous avez. Le bilan carbone, et alors, le glycol que nous mettons en place, donc c'est le glycol du fabricant, et en fait, c'est un glycol alimentaire. Il faut le savoir, aujourd'hui, on a même du glycol qui arrive d'une production avec du blé, enfin, voilà, ce genre de choses. Donc, on arrive à faire plein de choses super écologiques. Et effectivement, après, une fois qu'on l'a mis en place, le glycol, on ne doit pas le jeter à l'égout, on doit le recycler. Donc, moi, par exemple, sur les installations que je réhabilite, ce glycol, on le récupère et on traite avec Chimyrec. On a un bon suivi des déchets et il repart dans la phase recyclage. Il faut savoir qu'un glycol qui fonctionne parfaitement bien a une durée de vie en moyenne 7, 8, 9, 10 ans, même plus. Si chaque année, son point de congélation, qui est en l'occurrence supérieur à -20, ne descend pas, et si son pH, et un pH en l'occurrence supérieur à 7, entre 8 et 9, descend très faiblement, eh bien, on peut le remplacer au bout de 10 ans, au bout de 15 ans. Donc, forcément, recycler et repartir. Donc, c'est pas, on ne pollue pas avec le glycol. D'accord. Je pense qu'il y a aussi dans la question, vous avez dit que le système était installé pour la durée de vie du bâtiment. Donc, je suppose que derrière, s'il y a besoin de rénovation, il y a tout un système de recyclage des panneaux. Enfin, est-ce que pour avoir une idée du cycle de vie de l'installation, est-ce que la filière existe aujourd'hui, notamment en cas de rénovation du système? Alors, hélas, je vais vous dire non. Aujourd'hui, en photovoltaïque, il y avait une filière qui reprenait les capteurs, qui les reconditionnait. Nous, c'est un capteur mécanique. S'il est mort, il est impropre à l'utilisation et qu'il est bouché, eh ben, je ne vous cache pas qu'aujourd'hui, on ne peut pas le jeter. Nous, on est obligé de défaire la vitre d'un côté, l'aluminium de l'autre et le cuivre de l'autre. Donc, on est obligé, dans nos ateliers, de séparer ces trois éléments et donc après de passer en centre de déchetterie et de mettre au but. Il n'y a pas encore de filière de réparation, parce qu'une fois que les capteurs sont bouchés, c'est mort, on ne peut pas les déboucher, et il n'y a pas de filière de reconditionnement de capteurs solaires dans le thermique. D'accord, ok. Très bien. Mais normalement, ce que vous disiez, c'est que si la maintenance est régulière, c'est censé durer, le système est censé être très durable. Vous n'avez pas Ah, besoin de changer les oui. panneaux tous les Non, non, 10-20 non. ans. Et ils ont le même rendement. 20 ans après, ils ont toujours le même rendement. D'accord. Alors, il y a une question sur des cas concrets d'immeubles. Justement, donc il y a en faisant le ratio entre le coût de l'installation et les économies générées. Je ne me souviens pas d'avoir vu des cas concrets avec les coûts sur votre blog. Non. D'accord. Après, Parce que les coûts, en fait, diffèrent en fonction du produit. Comme je le disais, aujourd'hui, par exemple, le capteur plan,
un capteur coûte 1 000 € en moyenne, en fonction des marques, entre 900 et 1 300 €, tandis qu'un capteur tubulaire va coûter entre 3 000 à 4 000 €. Donc, c'est déjà un coût supplémentaire et donc forcément qui va se répercuter au mètre carré au prix de l'installation. Donc, les coûts d'installation diffèrent entre 1 000 à 2 000 € du mètre carré parce que vraiment, c'est en fonction du matériel utilisé. Aujourd'hui, si vous, par exemple, vous mettez, voilà, vous achetez une Mercedes, elle fait le même boulot qu'une Dacia et la Dacia est 3 fois moins chère que la Mercedes. Pourquoi? Elle fait le même boulot. Là, c'est pareil. D'accord, ok. Alors, il y avait une question alors plus précise sur justement les questions de distance minimale entre les capteurs et des réseaux de ventilation. Donc, vous aviez dit qu'il y avait un bureau d'études structure dans tous les cas. Je suppose que c'est eux qui font ce calcul-là, mais est-ce que vous avez en tête cette distance? Oui, il faut une dizaine de mètres, 8 mètres minimum. Alors, on a des capteurs, je vais revenir sur les photos. Donc, sur les capteurs plans, la distance varie. Vous voyez, là, on a des capteurs verticaux, par exemple. Donc, ils sont posés comme des portraits. Mais en fait, on peut avoir le même capteur horizontal. Et donc, forcément, en verticaux, on va plus avoir un peu plus de 10 mètres de distance, vous voyez, entre les capteurs. Là, on peut le voir sur notre droite, le schéma, la photo en bas. Vous voyez, on a même pas une dizaine de mètres entre les deux. Si ces capteurs étaient en mode horizontal, eh ben, on va pouvoir, comme ils sont moins hauts, gagner 1 mètre ou 2 de distance. D'accord, ok. Donc, comme vous l'avez dit, de toute façon, une étude de faisabilité passe par par un bureau d'études structure, en plus du calcul des dimensionnements des ballons et des panneaux. Oui, parce que c'est à cause des socles que vous pouvez voir sur les photos. En fait, une fois qu'on a dit, bah oui, on peut vous installer des panneaux, donc une fois que le devis est validé, eh ben, on enclenche le BE structure qui va venir donc déterminer le nombre de socles, voilà, comment poser des rails, enfin voilà, on va venir voilà, pour savoir où est-ce qu'on va splitter en fait nos pieds, tout simplement. Très bien. Alors, je n'ai plus de questions du côté des personnes présentes. N'hésitez pas si vous avez encore une question, c'est le moment. En tout cas, je vous remercie pour cette présentation. Je redonnerai dans le mail les éléments pour que les personnes puissent retrouver les pages que vous avez présentées. Et de toute façon, il y aura un replay de ce webinaire sur notre chaîne YouTube sous une semaine à peu près. Donc, pour les personnes qui n'auraient pas tout suivi, vous pourrez retrouver les éléments du début. Alors, moi, je n'ai pas nouvelle question, donc je vous propose de... Ah, si. Donc, au stade de l'audit, est-ce que vous, enfin, au moment du devis, donc de la préparation du devis, est-ce que vous apportez un dimensionnement des panneaux dès ce stade de devis, ou est-ce qu'il faut attendre l'étude de structure? Non, non, non. Là, lors de l'audit, justement, en fonction de la surface de la terrasse, on peut déjà dire, bon, voilà, on peut partir sur du capteur plan. Et là, après, c'est à la mairie, parce que comme on doit déposer une demande à la mairie, une fois que la structure est passée pour dire, bon, voilà, on fait d'abord la demande à la mairie pour savoir si on peut poser du plan ou du tube. Une fois qu'on a fait un schéma d'implantation et que la mairie a validé, on passe au BE structure et après, il nous fera nos plots pour nos capteurs. Donc après, c'est surtout, je vais vous dire, la mairie qui décide ou pas de mettre des capteurs tubulaires pour pas que ça se voit ou plans si ça ne dérange pas. Voilà. D'accord. Donc, avant de signer le devis, vous avez déjà le nombre de mètres carrés de panneaux qui est fixé. Oui. Tout à fait. Alors, quand on fait des études de faisabilité, en fait, là, j'en ai fait une je crois, le mois dernier. Eh bien, donc, au préalable, on m'avait déjà envoyé donc, les consommations journalières. Donc, comme je répétais, déjà pour dimensionner le volume du ballon et donc savoir si c'était déjà faisable. Et après, en fait, quand je me déplace, c'est vraiment pour vérifier techniquement si c'est réalisable. Donc, déjà, l'emplacement du ballon dans la chaufferie.
le passage des réseaux. En général, soit on passe par l'extérieur, ou c'est ce qu'on fait le plus simple et le moins coûteux. Et surtout, après, en terrasse, dire, voilà, 40 mètres carrés, ça fait X capteurs. X capteurs, on peut en mettre là, on peut en mettre là, on peut en mettre là, et voir, oui, et faire un petit croquis en partant du schéma de terrasse. Voilà. Très bien. Vous n'avez pas encore posé de capteurs sur des toitures zinc dans vos projets, ou en tout Alors, cas, ou en maintenance? je ne suis pas fan de poser des capteurs en surimposition, on appelle ça, sur ce genre de toiture. Pourquoi? Parce que si on a un problème, il faut y accéder. Et beaucoup de capteurs ont été posés en intégration, donc à la place des tuiles, ou en surimposition, en collectif, je dis bien, mais en fait, on n'a aucun accès aux capteurs. Donc, s'il y a un problème de fuite, un problème de sonde ou sur de choses, en fait, il faut louer une nacelle pour pouvoir accéder aux capteurs. Donc, je ne vous cache pas que le coût se retrouve en maintenance un peu plus élevé. Et comme je dis toujours, si votre capteur n'est pas, on ne peut pas y accéder, pas d'accès, pas de maintenance. Donc, oui, j'ai déjà posé des capteurs sur du zinc, mais j'y avais accès. Et il y avait des échelles positionnées à côté. Bon, ce n'est pas très esthétique, mais au moins, on pouvait y accéder, on pouvait être sécurisé. Voilà, c'est… Mais quand le bâtiment le permet. Si ce n'est pas sécurisé, on ne peut pas y accéder, c'est niet. Oui, donc c'est un sujet important. De toute façon, la maintenance, c'est toujours essentiel à réfléchir dès l'étude de faisabilité. Et là, on voit bien un des blocages qu'il peut y avoir sur des toitures assez courantes, notamment sur la ville de Paris, les toitures en zinc ou en tuiles. Tout à fait, tout à fait. Très bien. Alors, donc, une dernière question. Les différents types de fixation. Donc, est-ce qu'il y a des différents types en fonction des typologies de toiture? Oui, alors, comment, pour ne pas être ennuyé, on dit toujours que les fixations doivent revenir au lot du couvreur. Pourquoi? Parce que si on doit, par exemple, sur du zinc, moi je demande toujours, comme c'est dans le neuf ou en réno, il faut faire un relevé d'étanchéité. On peut pas, il existe des crapauds, je ne le cache pas, il existe des crapauds qu'on met sur le zinc. Voilà, bon, ça, on peut le faire quand c'est des capteurs photovoltaïques ou thermiques, mais voilà, en dessous, il faut savoir si les linteaux, enfin, si tout ce qui va en dessous peut le supporter. Donc, on a, par exemple, pour les tuiles, on a des pattes qu'on vient mettre, qu'on vient accrocher justement sous les tuiles dans des pattes de fixation. Chaque fabricant a aussi ses pattes de fixation. Et puis, en général, je vous dis, on essaie, quand c'est du neuf, de faire sortir des tiges filetées via le couvreur, parce que moins qu'il n'y ait pas de fuite. Et s'il y a un problème, on pourra toujours démonter le capteur et déterminer d'où vient la fuite. Mais au moins, ça ne sera pas l'installateur. C'est un installateur en général. Bon, en collectif, il n'est pas couvreur. Et en individuel, il doit savoir pouvoir poser des capteurs sur un toit. Mais justement, c'est vraiment bien spécifique avec des pattes précises. Voilà. Ok. Et question sur tout ce qui est couverture bitumée, notamment les toitures terrasses assez classiques. Là, c'est très simple. Là, je suis plus adepte à vous répondre, parce que ça, je le pratique. Eh bien, c'est très simple. Là-dessus, on a des plots, alors soit à Galva, on a des plots métalliques. Et en fait, on découpe carrément le bitume, on découpe l'étanchéité, on enlève l'isolant. Et en fait, on va venir se splitter à l'intérieur. Et là-dessus, on va faire un relevé d'étanchéité. Donc, on va revenir mettre du bitume tout autour. Et là, on appelle ça un relevé d'étanchéité. Et la hauteur des plots varie en fonction de votre structure terrasse, enfin de votre toiture terrasse. Toiture terrasse réservoir, toiture terrasse, il y a différents types de toitures. Et donc, on a des hauteurs à respecter pour la maintenance, pour ce genre de choses, en général de 40 cm. Et derrière, on refait une étanchéité par un professionnel en goudron avec, comme vous voyez, les relevés d'étanchéité sur les rebords. Voilà. D'accord, très bien. Je pense qu'on va pouvoir terminer ce webinaire. Non, toujours des questions. N'hésitez pas à les poser en même temps que Monsieur Jamais répond, ce sera plus facile à gérer. Il y avait la question du poids moyen au mètre carré d'une installation en toiture.
Un capteur fait en moyenne une trentaine de kilos plein. Donc, vous voyez, multiplier, là, par exemple, là, si j'ai 3 capteurs, 3 capteurs sur une surface un capteur fait 2 mètres par 1 mètre 10, vous voyez, 2, 4, 6, fait, ouais, il y a une centaine de kilos D'accord. sur 3 capteurs, par exemple. Bon, a priori, là, je n'ai plus de questions. Donc, je vous remercie, Monsieur Jamet. Je vous Je vous souhaite remercie à tous. une bonne journée. Et donc, le prochain webinaire sera sur les aides à la végétalisation pour le système CoPro Asis le 20 juillet. Bonne journée, au revoir. Merci, bonne journée, au revoir.